je fais partie du CEREJ et je vais vous présenter un petit peu la démarche que j'ai eue concernant effectivement la dynamique hydrosédimentaire, notamment en interaction avec les herbiers. Donc ma problématique de recherche concerne ce diagramme, c'est-à-dire que je m'intéresse à l'application, on va dire à la contrainte appliquée par la combinaison de forçage hydrodynamique, donc les courants et les houles, qui vont se combiner de manière non linéaire et qui vont agir sur le sédiment. Si la contrainte de cisaillement appliquée par ces facteurs hydrodynamiques est plus forte que, on va dire, des forces de cohésion qui sont une combinaison entre effectivement le forçage gravitaire, les formes du fond, la granulométrie, la cohésion des sédiments et éventuellement la présence d'herbiers, eh bien, lorsque cette contrainte dépasse cette cohésion, on va avoir une remise en suspension. Remise en suspension va signifier évolution de la morphologie et ou stabilité de la morphologie. Donc là, c'est ma problématique, on va dire, principale de recherche. Donc lorsque j'ai voulu travailler sur la dynamique sédimentaire dans l'étang de Berre, vraiment donc en zone très peu profonde, je me suis forcément intéressé à l'interaction qu'il y a entre cette dynamique sédimentaire et la présence d'herbiers. Donc là ici, ma problématique par rapport à l'herbier, c'est que cet herbier est relativement peu dense. Ça aurait dû être présenté donc par Guillaume. On a eu des belles images sur effectivement la réduction de densité d'herbier. Et en fait, au niveau de la dynamique sédimentaire, lorsque vous avez présence de quelques éléments perturbateurs au niveau de l'écoulement, ça a tendance en général à plutôt augmenter les processus, on va dire, de turbulence et donc à augmenter la remise en suspension. Donc vous avez à ce moment-là des érosions, une érosion qui a lieu dans l'herbier, une déstabilisation de l'herbier. Forcément, cette remise en suspension va avoir tendance à augmenter, on va dire, la turbidité et donc forcément va avoir également un impact sur la photosynthèse de l'herbier. Donc du coup, un herbier qui est faiblement dense va avoir tendance à s'auto-détruire, c'est-à-dire que vous allez augmenter une turbulence, une turbidité, et donc l'herbier va avoir tendance à régresser. L'idée générale est donc de vouloir sortir de cette boucle et de chercher à retrouver une forte densité d'herbier. Donc l'idée, c'est que lorsque vous avez une forte densité d'herbier, vous avez tendance à atténuer les forçages, c'est-à-dire que les vagues vont se déplacer au-dessus de l'herbier. Ces vagues vont être amorties et donc du coup, lorsque vous avez un amortissement de ces vagues, eh bien, vous diminuez la contrainte de cisaillement au niveau du sédiment. Donc à ce moment-là, vous diminuez l'impact sur l'herbier et du coup, vous diminuez également la remise en suspension, vous augmentez, on va dire, la limpidité de l'eau et l'herbier peut se redévelopper. Donc l'idée au niveau de la dynamique sédimentaire et notamment en interaction avec ces herbiers, c'est d'arriver à comprendre justement à partir de quel moment on va passer de ce diagramme-là, en rouge, faible densité d'herbier, à une forte densité d'herbier. Donc ça, c'est la problématique générale. Et l'idée, c'est d'arriver, par des approches in situ et par des approches de modélisation, d'arriver à comprendre un petit peu tous les forçages, comprendre un petit peu tous les processus à l'intérieur de ces herbiers et en dehors de ces herbiers. Donc pour l'instant, ce que j'ai réalisé au niveau de l'approche in situ, donc ce que je vais vous présenter essentiellement, c'est une approche pour comprendre la dynamique sédimentaire, pas forcément dans l'herbier, mais simplement au niveau de la pointe de Berre pour effectivement comprendre quelles sont les spécificités de la pointe de Berre et donc quelles sont ces spécificités qu'on va chercher à intégrer à l'intérieur de l'interaction avec les herbiers. Donc l'approche in situ, elle s'est déroulée sur plusieurs temps. On a fait des bathymétries, donc on a récupéré des GPS, on a fait des topographies. C'est la bathymétrie que vous voyez ici. Nous avons fait des prélèvements de sédiments afin de comprendre déjà sur quel type de sable on travaille. Là, on est aux alentours, effectivement, et ça c'est plutôt surprenant pour des parties très peu profondes de l'étang de Berre. On est sur des sables qu'on qualifie plutôt de sédiments fins à moyens, des choses que l'on retrouve normalement plutôt dans des plages, des littoraux sableux classiques. Donc on est entre 100 et 155 microns. Donc effectivement, au niveau de la remise en suspension, on peut avoir effectivement des belles évolutions, des choses qui se transforment rapidement. Donc là, sur cette carte, vous avez effectivement la présence de l'herbier à la pointe de Berre.
Alors, l'intérêt aussi de ce site, je l'ai choisi parce que déjà il est facile d'accès, il est étudié par le JPREP depuis de nombreuses années, et également parce qu'en fait on se situe quasiment au milieu de l'étang de Berre. Et l'étang de Berre est une lagune qui est influencée, enfin qui est, on va dire, fetch limitée, qui est limitée en fetch. C'est-à-dire que le Mistral va souffler sur une surface relativement importante, soit, mais peu suffisante pour développer on va dire des vagues, des oscillations de la surface libre relativement importantes. On est là ici sur des vagues de vent. En termes d'énergie sur la dynamique sédimentaire, c'est relativement restreint. Et donc effectivement, tout ce qui va être niveau d'eau va avoir énormément d'influence sur l'impact de la dynamique sédimentaire. La ligne rouge que vous voyez, c'est un suivi topographique qu'on a réalisé à très haute fréquence afin de comprendre un petit peu aussi l'évolution de cette zone. Alors cette carte représente un différentiel, donc une analyse diachronique entre deux modèles numériques de terrain. Donc on va dire c'est des topographies que nous avons réalisées en 2009 et en 2010, et on fait une différence entre les deux, afin de savoir si on est plutôt dans une phase d'évolution positive de la plage ou plutôt en érosion. Alors les couleurs rouges représentent des accrétions, et les couleurs bleues, les couleurs froides, vont représenter des érosions. Et au final, entre 2 années, on s'aperçoit qu'on est plutôt, de manière globale, sur la pointe de Berre, sur un système qui est plutôt en accumulation. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec du sable qui va s'accumuler, notamment dans cette zone un petit peu protégée et qui est juste derrière l'herbier. On va se retrouver aussi avec des zones en accrétion, donc au niveau de la petite cabane de pêcheurs que vous voyez là, et quelques points relativement limités dans l'espace qui sont des zones en érosion. Alors, à partir du moment où vous êtes dans cette... voilà, donc on visualise ce suivi morphologique, on visualise un petit peu la dynamique. On va chercher à comprendre un petit peu plus dans le détail. Et donc on a fait un suivi très haute fréquence. Donc là, les différents traits correspondent à différentes dates. Sur 2 mois, on a fait une dizaine de profils. On a essayé de faire ce suivi après des tempêtes, après des coups de vent, afin de comprendre un petit peu effectivement si on est dans des profils en accrétion, en érosion et pourquoi. Alors au final, le trait rouge correspond, on va dire, à la première date, le trait bleu correspond à la date finale, et on s'aperçoit qu'on a effectivement une forte accrétion. Cette forte accrétion, sur le terrain, on la comprend difficilement parce qu'en général, lorsque vous travaillez sur les littoraux sableux, on a plutôt tendance à observer sur les plages des érosions en hiver et des accrétions en été. Là, on est en période hivernale et on a une accrétion. Alors, on a été échantillonner un petit peu les sites, voir un petit peu quel type de sable. Et en fait, toutes ces zones en accrétion, correspondent à des mélanges de matière organique, mélangés avec des sédiments fins. Et on se retrouve avec des espèces de tapis relativement importants, relativement larges, d'énormément de sédiments meubles, mous, etc. Et en fait, à terme, je pense que ces sédiments, enfin la matière organique va se dégrader et du coup, le sédiment va se compacter. Et on peut observer effectivement des accumulations qui ne sont pas forcément aussi importantes. Donc là, c'est, on va dire, l'approche véritablement géomorphologique. Et pour comprendre ensuite sur la dynamique sédimentaire, donc cette interaction vague-courant sable, eh bien, on s'intéresse aussi à quel type de sable, donc je vous ai dit, entre 100 et 150 microns, et également la quantité de sable qui sera disponible pour une évolution ou une interaction avec les herbiers. Donc on a fait des carottages, là c'est des carottes qui ont été réalisées par Sylvain Rigaud, et Éléonore Paquier en a fait l'analyse. Alors rapidement, pour pouvoir comprendre cette carotte, ce qui m'intéresse, c'est la partie jaune supérieure de cette partie-là. Donc là, on est en dehors de l'herbier. Et ici, c'est une carotte qui a été réalisée à l'intérieur de l'herbier. Vous voyez qu'à l'intérieur de l'herbier, on est sur une zone, on va dire, de sable très noir, très riche en matière organique. Et en dehors de l'herbier, on a une partie superficielle qui est quasiment d'une dizaine de centimètres, qui, elle, est composée de ces sables de 100 à 150 microns. Ce qui signifie qu'en dynamique sédimentaire, c'est cette partie-là, juste cette zone-là, d'une dizaine de centimètres, qui va facilement être remobilisée par les forçages, par l'interaction ou le courant, et va éventuellement impacter les herbiers. Donc pour faire une poursuite un petit peu de cette recherche,
on a utilisé des appareils, un altimètre qui nous permet, en fait, grosso modo, c'est un échosondeur de très haute résolution, puisqu'on arrive à observer l'évolution du fond sédimentaire sur des échelles du millimètre. Et un aquadope haute résolution, c'est un courantomètre profileur qui va étudier les courants sur toute la colonne d'eau et qui va nous permettre de faire un suivi de ces fonds. Là, ici, ce graphique en haut représente l'évolution du fond. Lorsque vous avez une augmentation, vous avez en fait une érosion. Lorsque vous avez une diminution, vous avez une accrétion. Là, ici, vous avez l'intensité du vent. Donc, on est sur des périodes de Mistral relativement intenses, avec des vents qui sont de l'ordre de 20-25 km/h. Et ici, c'est les hauteurs significatives qui ont été calculées à partir d'analyse spectrale sur les données de pression de ces appareils. On observe des vagues qui sont, on va dire, relativement importantes pour la zone. On est aux alentours de 40 cm, c'est quand même pas des tempêtes exceptionnelles. Mais par contre, on s'aperçoit surtout qu'à très haute fréquence, à très haute résolution, on s'aperçoit que simplement des vagues de 40 cm vont impacter des fonds de 1 m, 1,50 m, remettre en suspension des sédiments dans la colonne d'eau, et que ces sédiments peuvent atteindre, enfin la remise en suspension, l'épaisseur de sédiments impactés est quasiment de 4 ou 5 cm, donc quasiment la moitié de ce sable remobilisable. Et qu'au final, ce sable va se redéposer une fois que le vent va diminuer, une fois que les vagues vont diminuer, ce sable va se redéposer immédiatement. Donc au final, on a des dynamiques qui sont extrêmement courtes et extrêmement énergétiques. Donc on a fait ce suivi sur différentes périodes de vent, donc en période de vent de sud, en période de vent d'ouest. On s'aperçoit que tout ce qui est sud et ouest, la zone de fetch, c'est-à-dire la zone d'influence du vent, est relativement courte et ne va pas permettre de générer des vagues de vent suffisamment puissantes pour remettre en suspension. L'étude va se prolonger, on va chercher à augmenter, on va dire, en finesse et chercher à comprendre l'importance des courants sur l'interaction, sur l'interface au sédiment. Donc ça, c'est des études qui sont encore en cours. Et l'idée générale, c'est de déposer un projet afin de comprendre effectivement le fonctionnement hydrosédimentaire de l'étang de Berre, mais plus spécifiquement de la pointe de Berre, et au final, de chercher à comprendre effectivement à partir de quelle densité d'herbier on va pouvoir, on va dire, que l'herbier va pouvoir s'autogérer, en considérant simplement l'aspect, on va dire, abiotique de la dynamique sédimentaire sur l'herbier. Voilà, je passe la parole, je suis désolé, je suis très rapide là sur la fin. Je passe la parole à Elena qui va vous présenter la partie modélisation de ce projet.